Deuxième partie de ce débat sur France 24, consacré aujourd'hui au Super Tuesday, aux résultats du Super Tuesday hier aux États-Unis. À mes côtés pour en parler, Hélène Vassilina, géopolitologue américaine, également Thomas Negaroff, historien spécialiste des États-Unis, François Durper, également historien et maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise, et puis enfin Jean-Éric Brana, spécialiste des questions relatives à la société et à la politique aux États-Unis. Vous êtes également l'auteur d'Hillary, une présidente des États-Unis, c'est bien ça. Avec un point d'interrogation. Voilà, on s'était quitté dans la première partie de ce débat, en essayant d'évaluer les chances des différents candidats et les possibilités. Il y a une hypothèse qu'on n'a pas encore évoquée, qui est celle de ce qu'on appelle une brokered convention, la possibilité que finalement, arrivé au mois de juillet, aucun des candidats n'est à lui seul la majorité des délégués pour pouvoir l'emporter. Hélène Vassilina, c'est une hypothèse crédible d'après vous? Écoutez, tel que ça continue actuellement, où Trump je dois dire, Cruz est juste derrière de 100 points de délégués. Alors, si on avance et puis on a ces winner-take-all, c'est-à-dire des gagnants de Floride, est-ce que Rubio va l'emporter? Rubio y croit, puisqu'il est en position de faiblesse, si je puis dire. Mais je ne suis pas sûr qu'il y aura un brokered convention. Je crois qu'il y aura un gagnant qui va sortir. Et on saura mieux, on sera mieux le 15 mars. Oui, la Californie qui est l'un des derniers États à louer. Mais c'est rarissime, les conventions dites négociées. Oui, mais c'est une exception. Voilà, c'est ça. Il y a quand même ce qu'on connaît plus en France, les super délégués. Alors, pour le coup, seulement chez les démocrates. Il y en a 2 ou 3 chez les républicains. Seulement chez les démocrates. Chez les démocrates, c'est quand même 20 à 30% de l'ensemble des délégués. Donc c'est énorme. Quand on ajoute, quand on met bout à bout les super délégués qui à 98% sont pour Hillary Clinton et à 2% pour Bernie Sanders, en fait, elle est déjà à plus de 1000 délégués en réalité. Elle n'est pas loin de la nomination, effectivement. C'est ça. On évoquait aussi les possibilités pour certains classiques du Parti républicain, notamment Mitt Romney, qui doit s'exprimer dans les prochaines heures, de tenter éventuellement une réforme du Parti républicain d'une manière ou d'une autre pour se détacher du mouvement qu'on voit apparaître en faveur de Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de curieux à voir cet establishment républicain qui rejette un candidat jugé trop radical, alors qu'au même moment, il pratique l'obstruction quasi systématique au Congrès, jusqu'à refuser par avance d'examiner le choix de Barack Obama pour le siège laissé vacant par le juge Scalia à la Cour suprême. Est-ce que finalement, ce n'est pas cet establishment qui donne le mauvais exemple? Absolument. C'est exactement ce que rejettent les Américains en disant on ne comprend pas ces politiciens qui roulent pour eux. On a envie de politiques qui soient sur le terrain, qui s'occupent de nous, et ce n'est pas le cas. Et vous savez, dans cette campagne, on pourrait dire une anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On va reprendre en novembre Ted Cruz dans un débat a déclaré « Je ne suis pas le type avec qui on boit une bière aux États-Unis. Quand on trouve quelqu'un de sympa, on va boire une bière avec lui. » C'est l'expression. Il dit « Je ne suis pas un type avec qui on boit une bière. En revanche, si vous cherchez quelqu'un pour amener la voiture à la maison, je suis le type qu'il vous faut. » Alors, je ne sais pas si les Américains avaient envie d'un type sobre qui les ramène à la maison, mais ils ont vu arriver un type en décapotable flashy et ils sont montés dedans. C'est ça, voilà. En fait, ce qu'on a eu comme réalité. Ça fait bien imagé. Tout d'un coup, quelqu'un qui n'a pas de fond, qui est flashy et qui les amène en les faisant rêver. Parce que ces Américains n'en peuvent plus de la politique. Donald Trump répète dans ses meetings 20 fois, vous savez, il parle, mais ils font rien. Lui, il ne fait que parler aussi dans ses meetings. Pas de fond du tout. Quand même, quand vous entendez les gens qui vont au meeting, ils ont quand même quelques petites idées sur ce que doit être l'Amérique, sur ce qu'elle doit pas être en particulier. Ah, j'ai pas observé ça, François. J'ai vu, moi, dans les meetings, des gens qui étaient joyeux. Il a réveillé un courant nationaliste. Il lance quand même sa campagne sur l'idée d'un mur avec le Mexique. Je n'ai pas eu cette impression. J'ai entendu Trump, USA. Effectivement, mais le patriotisme, ça fait partie de l'Amérique. Obama aussi, il y avait un enthousiasme. Exactement. Et derrière, ils avaient l'idée d'une Amérique multiculturelle. Là, c'est pas l'Amérique multiculturelle. Il lance sa campagne. C'est l'idée du mur. Attention, ce n'est pas le vieux blanc sans culture qui était au meeting de Trump. C'est pas ce que j'ai observé. J'ai vu des jeunes, j'ai vu des femmes, j'ai vu des gros, des mecs, tout ce que vous voulez, comme dans les autres meetings, et j'ai vu surtout des gens joyeux qui y croyaient. Donc, ils croyaient à quoi? Je n'en sais rien, puisque je n'ai pas entendu de discours politique. Je l'ai entendu pendant 2 heures. Il a parlé de Trump et de Trump, mais de rien d'autre. Il a effectivement parlé du mur, il a effectivement parlé rapidement des musulmans, il a même évoqué, c'est royal, l'éducation, pour dire que ça devait rester au niveau local. Et on est passé très vite à autre chose. Mais il n'y a aucun fond politique, il n'y a pas de programme Trump. Et aujourd'hui, je suis bien incapable de donner un programme Trump. Mais entre fond politique et programme, c'est 2 choses différentes. Quand même, ils associent le fait qu'il y a un mur. Alors sur le plan économique, c'est quand même très particulier ce qu'ils proposent. Taxer Ford, mais c'est ça. Il
Advisor, c'est fabriqué aux États-Unis, consommé américain. Taxer les riches quand même. Hein. Donc il y a les quand même, grosses fortunes. Voilà. Après, quand on est dans un meeting, c'est un discours. Mais moi, j'entends pas un discours de rêve, comme vous dites. J'entends plutôt un cauchemar. Il dessine une Amérique cauchemardesque qui serait entourée. L'Amérique telle qu'elle existe aujourd'hui, Trump décrit, c'est une Amérique assiégée. Qui a perdu ses valeurs, qui décline, et qui doit se protéger d'un vaste monde qui est là uniquement pour la détruire. Et donc ça crée un discours absolument apocalyptique qui est extrêmement loin de la réalité, et on est sur un fondement idéologique assez fort. Voilà, sauver et c'est en ça, et là je fais la passerelle avec François et son livre sur Marine Le Pen, mais il y a là un discours commun qu'on retrouve dans beaucoup de démocraties occidentales, de démondialisation, de peur de l'extérieur, de peur de l'autre, et d'idée qu'on va se sauver en se refermant sur soi. Mais je pense qu'il y a un vrai corpus idéologique. C'est pour ça que, bien sûr, il n'y a peut-être pas un programme extrêmement sophistiqué, mais il y a derrière, effectivement, je crois, quand même un corpus. Moi, j'aimerais bien revenir sur un article que j'ai lu, il est de nouveau Andrew Jackson. Donc c'est lui qui appelle toutes ces personnes des Appalaches, etc. Et qu'il veut les protéger, il veut... Oui, c'est pas nouveau. Hein. Mais voilà, même les cheveux un peu en bataille, etc. Et puis il dit que moi je suis là pour vous protéger. Il a aussi fait fortune dans l'immobilier, Andrew Jackson, etc. Donc il y a ce parallèle. L'Amérique, c'est vrai pour les Blancs, mais il veut les protéger contre tout mal. Donc rien contre, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est voilà, on est bien, on s'amuse, on a des gros slogans, et par contre, ce qui se passe, et que l'Amérique, là je te rejoins là, c'est que l'Amérique a changé. Et les Blancs ne sont plus en majorité aux États-Unis. Donc voilà, et ça a changé un petit peu la donne. Ils sont encore majoritaires, mais... sur les statistiques, les Blancs restent majoritaires. Mais en 2015, non-hispaniques. Mais en 2015, il y a eu plus de bébés non blancs. Non, mais beaucoup d'Américains perçoivent que les Blancs sont plus majoritaires. Ça, c'est un fait. Beaucoup d'Américains ont l'impression de... Moi, je parle de l'Amérique d'Andrew Jackson. Ah oui. Là, je parle de l'Amérique d'Andrew Jackson. Mais ça nous prédit une campagne, justement, sur ces thématiques-là, des thématiques très nationales, d'une certaine manière, un retour un peu maurassien à la terre, mais appliqué aux États-Unis. Mais c'était une des bonnes nouvelles de la nuit pour... On l'a vu, le film de Revenant, par exemple, qui marche très fort. On voit cette thématique. Hillary Clinton, depuis le Super Tuesday, sait qu'elle va gagner. Elle le savait un peu avant, mais là, elle en est sûre. Oui. Et puis, deuxième chose, elle s'est trouvée non seulement un slogan, mais elle s'est trouvée une conduite et presque une identité dans cette campagne. Et c'est Trump qui lui fournit faire de l'Amérique un pays à nouveau fort. Donc elle dit... L'Amérique, mais comment ça? Elle est déjà forte. Et là, le public applaudit. Alors Trump, il est malin parce que il dit mais moi je veux une Amérique forte. Il fait comme si elle n'avait pas fait applaudir cette Amérique qui est déjà forte. Et ensuite, elle dit il faut une Amérique pour tous, qui marche, qui fonctionne pour tous, qui soit pour tous. Et donc là, elle a trouvé son slogan. C'est jamais très bon de trouver un slogan à partir du slogan de son adversaire, mais mieux vaut ça que rien du tout. Parce que jusqu'à maintenant, il arrive de proposer rien du tout. Et elle a ajouté qu'elle voulait offrir aux Américains de l'amour et de la gentillesse. Oui, ce qui n'est pas idiot, ce qui n'est pas idiot aux États-Unis, et qui ajoute du rêve dans cette campagne côté Hillary Clinton. Son projet aujourd'hui, Trump va faire des murs, elle va mettre des échelles contre ces murs pour pouvoir passer par-dessus. C'est ce que je dis, c'est du rêve contre du rêve, et elle apporte le projet, effectivement, c'est là où je voulais en venir, c'est la continuité de Barack Obama, ce qu'elle a vendu aux communautés dans le Sud, que ce soit les Hispaniques ou les Afro-Américains, et elle le vend maintenant à tous les Américains en disant, vous savez, on n'a pas terminé le boulot avec Barack Obama, on va le terminer avec moi. Rajouter également à cela la dimension femme, et Hélène, je pense, ne nous contredira pas, qui est quand même une dimension extraordinaire. Le jour où elle va être nominée avec cette dimension historique d'être la première femme candidate aux élections américaines, toutes les femmes américaines vont aller voter. Elles ont voté majoritairement pour Sanders. On se donne rendez-vous fin juillet. Vous allez voir qu'il va y avoir un énorme mouvement. Justement, on voit ces élections américaines s'annoncer pique. Une première femme présidente, ce ne serait pas un mal ou un fou dangereux. Ça serait aussi le premier président orange. Non, mais c'est la Andrew Jackson de notre époque. Ça prouve que au moins une personne a réussi à déterminer la couleur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un intérêt commun entre Obama et Hillary Clinton. Hillary Clinton va chercher à la fois chez Trump et chez Obama ce qui lui manquait dans cette campagne, c'est-à-dire une sorte de vision de son pays. Et puis du côté d'Obama, c'est quand même une opportunité historique d'avoir ce mandat qui se prolonge. Il y a quand même très peu de démocrates qui ont réussi à le faire. Et ça ne va pas continuer comme ça. Pour le coup, non, mais ça veut dire que ça va.
8 ans de ça, l'assurance santé, enfin, avoir un... pouvoir se pérenniser, ça se fait dans la durée. Généralement, on ne fait pas forcément campagne pour celui qui peut... Ça viendra, elle sera... Mais là, elle peut faire campagne pour la continuité d'une certaine manière. Alors c'est toujours un peu difficile parce qu'il faut apporter quelque chose de neuf et elle, le problème c'est qu'elle est très connue, trop connue en fait, et donc il faut réinventer son discours. Effectivement, là Trump lui offre un nouveau souffle, une nouvelle dynamique et c'est extrêmement positif pour elle, mais c'est toujours difficile. Je me souviens notamment en 2000, Al Gore, mais aussi à cause de l'affaire Lewinsky, avait absolument refusé, alors qu'il est le président pourtant d'un excellent président d'un point de vue économique et social, et il avait refusé d'être le successeur, et il avait vraiment éloigné les Clinton, et ça lui avait coûté très cher. Donc je pense que ça, les Clinton, ils apprennent en général du passé. Et ce que dit Jean-Éric, ça peut paraître un peu naïf, cette idée « je suis une femme, je suis une femme ». En tout cas, nous, on peut le juger comme ça, mais il arrive pour le coup à une attitude très différente sur ce point par rapport à 2008, où elle disait « moi j'ai mon programme Obama, il vous raconte sa biographie, il vous explique qu'il est noir, que sa mère est ceci, que cela ». Là, pour le coup, elle est bien la mère, la grand-mère, pour le coup, c'est pas la plus elle est la candidate femme, et des femmes, surtout, elle se pose comme la candidate des femmes. Et puis au point même que Madeleine Albright est promis là. Non, mais on allait en enfer si on ne fait pas pour elle. La grande différence avec 2008, c'est qu'en 2008, elle n'avait aucune expérience internationale, donc elle sentait bien qu'il fallait qu'en tant que femme, précisément, qu'elle montre qu'elle avait les muscles et le reste pour être commander-in-chief. Donc elle ne pouvait pas jouer la carte de la féminité. Or, entre-temps, elle était secrétaire d'État, ça ne vous a pas échappé. Et maintenant, elle n'a plus besoin de faire ça. Et en plus, elle a publié ses mémoires bien avant. Donc maintenant, c'est réglé. La question, elle est capable. Elle a discuté avec tous les grands du monde. Et quand elle jouait l'expérience contre Obama... D'abord, elle avait moins d'expérience qu'elle a maintenant, et Obama, lui, était quand même sénateur des États-Unis. Là, quand elle va jouer l'expérience, elle a plus d'expérience, elle a été secrétaire d'État, et en plus, elle va être face à Donald Trump, qui pour le coup aura un peu de mal. On ne pourra pas l'insulter pendant 3 heures lors des débats. Donald Trump qui va à un moment donné devoir dire... Ça, c'est encore système et anti-système. Pour la petite info, si Donald Trump est investi, ce qui n'est pas encore sûr, ça sera la première fois depuis 1952 et Eisenhower que le candidat républicain n'a jamais été élu. Et Eisenhower, c'était quand même autre chose que Donald Trump. Oui, mais en même temps, Bernie Sanders s'en est donné à cœur joie pour la décrire, comme la candidate des lobbies, en tout cas soutenue par le lobby de la finance. Donald Trump, c'est peut-être l'un des seuls républicains qui, compte tenu de sa fortune personnelle, peut se permettre de l'attaquer aussi sous cet angle-là. C'est le meilleur angle d'attaque. C'est son meilleur angle d'attaque. C'est vraiment le rapport des Clinton à l'argent, au mensonge, au secret. Il a commencé à en parler en disant que c'est une criminelle. L'affaire des emails, d'ailleurs, elle peut faire encore des dégâts. Elle fait des dégâts, mais je ne crois pas qu'elle fasse des dégâts en tant que telle, parce que les gens ne comprennent rien à la phase d'email. Mais de ce que ça révèle des Clinton, de leur rapport à la loi, de leur rapport à la chose publique, à la vérité, que ça leur appartienne, que la vérité. Confiance des gens, est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Elle peut faire du mal, même si je pense, moi, que Hillary, et Jean-Éric qui a aussi écrit sur Hillary, c'est bien qu'Hillary, elle est très forte quand on l'attaque. Elle va encore nous ressortir cette vaste conspiration d'extrême droite qu'elle avait déjà sortie au moment de l'affaire Lewinsky. Ça, elle sait faire. Et dans ce contexte-là, probablement, ce vote féminin, il ne faut pas que Trump nous fasse un dérapage, ce qui n'est pas des dérapages d'ailleurs, parce que là, pour le coup, effectivement, les femmes républicaines qui vont voter peuvent voter pour... Mais là, on va voir l'ensemble des femmes. Et il y avait un différentiel de 15, quand même, je crois, entre Obama et Romney. C'est un différentiel de 15, c'est important, ce gender gap. Et là, ce gender gap pourrait être beaucoup plus important. Juste pour nuancer quand même, Sanders a gagné le vote des femmes dans New Hampshire. Donc, c'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes ne voteront pas systématiquement et comme un seul homme, si je puis dire, pour une femme parce qu'elles sont des femmes. Non, mais c'est pas un vote communautaire. Vous vous rappelez que Barack Obama, il n'avait pas, dans les sondages, Barack Obama n'avait pas les intentions de vote des Noirs. Donc c'est pas automatique, il n'y a pas un vote communautaire. Ce que je dis, c'est que dans la manière dont la campagne va s'enclencher, c'est une donnée qui peut être au final importante. Ça nous amène d'ailleurs au choix des colistiers, parce que si on essaye de se projeter, on se souvient que John McCain avait choisi Sarah Palin. Mal lui en a pris, semble-t-il, quand on voit l'issue de l'élection. Mais est-ce que d'une certaine manière, Donald Trump peut être tenté, soutenu lui aussi par Sarah Palin, de bien choisir une Sarah Palin comme colistière, ou bien est-ce qu'on va davantage vers une figure comme Chris Christie, qui est un peu la surprise du chef ce week-end, qui se déclare en faveur de Donald Trump. Il faudra qu'il apprenne à faire des sourires quand son patron fait des discours, parce que là, il avait des mots de ventre. Quand on choisit un colistier, c'est extrêmement délicat, parce qu'il faut choisir quelqu'un. La région compte. Tout compte, mais il faut surtout quelqu'un qui vous complète, sans vous affaiblir. On se souvient de Clinton Gore, ça avait été un ticket gagnant. Tennessee, Arkansas, deux États. Mais qui vous complète. C'est vrai que c'était assez particulier. Deux hommes de la même génération. Mais qui vous complète sans vous affaiblir. Et si Hillary, elle prend un jeune homme, bien ça mettra peut-être en lumière son âge. Et donc ça peut être compliqué pour elle. Donc c'est très très difficile de choisir un vice-président. Très difficile. Mais il faut jouer peut-être la carte nord-sud, puisque Romney a choisi
Qui? Paul Ryan du Nord. Oui. Or, il aurait fallu choisir, je crois que c'est une gouverneure du Sud, si mes souvenirs sont bons, ça aurait été un meilleur choix. Oui. Là, il peut choisir peut-être Bush, qui sait... Est-ce qu'il accepterait Non, mais... voilà, Rubio ou Cruz, mais bon, ça m'étonnerait. Est-ce que Trump peut trouver son Dan Quayle d'une certaine manière? C'est Nikki Haley, qui est gouverneur de Caroline du Sud, qui est une femme, qui vient de la minorité, qui n'arrête pas de l'attaquer en ce moment. Mais on sait bien qu'en politique américaine, on attaque un jour et on se rallie le lendemain. Il va y avoir... Mais là, il y a quand même... Là, on parle quand même d'un parti. Il va y avoir... Je termine juste ma phrase, François, pardon. Il va y avoir cette grande magie de réconciliation au Parti républicain parce que les républicains, n'oublions pas, veulent gagner. Ça fait 8 ans qu'ils ont Barack Obama et ils ont une soif de revanche. Ils ont une responsabilité, en particulier l'establishment, de mettre un mouchoir sur leur division et une fois que Trump sera choisi, de le suivre. Alors je sais que ça choque encore. Non, mais ils veulent pas perdre le Sénat et le Congrès. Et c'est effectivement la discussion qu'on doit avoir juste derrière parce que quel que soit le candidat, l'enjeu, il n'est même pas là. Il n'est pas de savoir qui va gagner la présidence. Il est de savoir qui va gagner le Congrès et en particulier le Sénat. On a 11 postes qui sont en jeu aujourd'hui. Il y en a 4 qui peuvent basculer et faire que la majorité va changer. Et vous savez, on parle d'Hillary Clinton. À titre personnel, je suis assez persuadé qu'elle sera présidente des États-Unis avec un Congrès contre elle. Ah bon, je retire alors. Vous couperez ça au montage. Ah, on est en direct, c'est bien dommage. Mais avec un Congrès contre elle, c'est quand même bien difficile parce que dans la situation dans laquelle avait été son mari, dans laquelle a été Barack Obama, dans laquelle a été George Bush dans son deuxième mandat. C'est ça. C'est quand même une vérité intangible de la politique américaine. Absolument. Ce qui change effectivement depuis quelques années, c'est qu'il y a une obstruction assez systématique au Congrès sur tous les projets qui viennent de la Maison. Mais retenez le nom de Nikki Haley, qui à mon avis n'est pas complètement enterré. Et un dernier mot, côté démocrate, on a finalement très peu parlé de Bernie Sanders, comme si on l'avait déjà un peu enterré dans ce débat. Il est quand même toujours en lice. Il a gagné 4 États hier. Lui, il est exclu que Hillary Clinton le choisisse comme éventuel colistier. Enfin, un colistier plus âgé que soi, c'est difficile. Ne serait-ce que pour montrer sa détermination à réformer le pays. Ne serait-ce que pour montrer sa détermination à réformer le pays, notamment vis-à-vis des jeunes. Elle fait une magnifique campagne, une vraie campagne qui rend vraiment qui rend optimiste pour la politique américaine, parce que là on est vraiment dans l'anti-Trump. Il y a beaucoup de gens qui l'associent en disant c'est pareil, c'est le même truc. Je crois qu'on ne peut pas diamétralement. Mais même dans l'anti-marketing politique, parce que vu que ça semble totalement inconcevable que les Américains puissent à la fois refusent d'attaquer son adversaire, Trump, même une Hillary Clinton, et puis pour un candidat aussi peu télégénique vu de France qu'un Bernie Sanders quand même. Il a deux noms côté démocrate. On a Elizabeth Warren qui est la Bernie Sanders féminin du Massachusetts, et Castro surtout, qui est qui a été nommé ministre pour ça, pour lui donner un peu de... Qui est pas parti. Il a attendu, il est resté sur la ligne de départ. Qui est très jeune, qui est hispanique, et qui amènerait... Alors, je suis assez d'accord avec Thomas, c'est que le fait de mettre quelqu'un d'aussi jeune, et il fait encore plus jeune que son âge, quand on le regarde, ça va vieillir terriblement Hillary Clinton. En même temps, ça peut la rendre plus crédible pour la fonction avec un vice-président qui serait... Mais un peu appuyé aussi sur ce point, parce que je rappelle que si c'est Trump, ça va quand même être un aimant à mobilisation pour... On avait vu qu'Obama avait gagné sur le vote hispanique et noir, pas sur le pourcentage, mais sur les gens, le nombre de gens qui sont l'élargissement du corps électoral. Là, ça va être un aimant. Même si Trump change en disant on est une société de flux, vous aurez oublié le Trump d'hier. Enfin, quand même, on est dans un parti où ils sont en train de se dire ceux qui pactisent avec Trump sont ils comparent avec Vichy, avec les collaborateurs et avec le nazisme. Dans le parti, c'est encore Rick Wilson il y a quelques jours. C'est à la marge. Et Hillary a une chance géographique. On parlait de nord, de sud, etc. C'est que Hillary, elle est nord et le sud. Oui, Arkansas et New York. Et l'Illinois. Elle est quand même de Chicago. Juste un dernier mot d'Hélène Massonina. C'est intéressant ce que disait juste à l'instant François Durper. On dit souvent qu'une élection se gagne au centre. Est-ce qu'aux États-Unis, il n'a pas été prouvé désormais qu'avec les taux d'abstention assez élevés, elle ne se gagne pas plus à la mobilisation, au différentiel de participation finalement d'un camp sur l'autre, et donc elle se gagne plus facilement au peuple, comme on le voit aujourd'hui, qu'au centre. Alors justement, ces deux campagnes-là, on en parlait tout à l'heure. Comme le dit d'ailleurs Patrick Buisson, qui lui a cette idée. Nicolas Sarkozy, je ne le reprends pas à mon compte. Mais enfin, c'était Karl Rove qui avait aussi un petit peu été derrière cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, la mobilisation, on parle beaucoup, après je me tais définitivement. Après l'émission. Merci. Trump a pu mobiliser, comme j'ai dit au début de l'émission, comme Bernie Sanders a mobilisé. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec les donations, etc. C'est des $25 et peu à peu, il gagne. Mais aussi, il faut voir ce que Bernie propose.
Bernie, moi j'ai l'impression de revue des années 70 avec le flower power, l'amour, etc. Voilà, et tout ce qui est, alors la santé gratuite, l'éducation gratuite, mais à quel prix? Donc il a mobilisé tous ces jeunes-là, oui, je vais vous proposer ceci et cela. Il y a un vrai problème quand même Trump, au niveau de l'endettement des étudiants, il y a un vrai problème à régler. Ça c'est certain. Mais alors Trump, de l'autre côté, il arrive à sortir, à mobiliser, comme vous avez bien dit, vous étiez au meeting. C'est formidable. Moi, j'ai dit cet élan-là de engager des gens, c'est de les faire sortir. Ouais, et par contre, ça ne suffit pas de les remplir des stades, comme Trump l'a dit. Allez maintenant voter. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est un beau élan, un bel élan, puisque l'économie va mal. On dit qu'il y a le plein emploi. Mais il y a aussi que 67% de personnes qui occupent le marché aujourd'hui qui n'est que vu depuis 1977. Oui. Donc l'économie va mal, it's the economy stupid. C'est ça qui fait mobiliser aussi. Et on en restera sur ce mot de Bill Clinton, à la George Bush en 92. On passe tout de suite à l'actualité vue du net, un œil sur les médias. Et oui, qui nous a rejoint. Karim, on revient sur ce Super Tuesday. Donald Trump, qui semble bel et bien parti pour remporter l'investiture républicaine. En tout cas, il ne fait plus rire grand monde sur les réseaux sociaux. Alors, on va voir que sur les réseaux sociaux, un certain nombre d'internautes qui ne sont pas favorables à Donald Trump sont plutôt inquiets. C'est vrai que Donald Trump, cette fois-ci, semble avoir rencontré une partie de l'Amérique. Un certain nombre de médias rappellent que finalement, il répète quand même les mêmes slogans depuis les années 80, avec tout de même une nuance près. C'est que sur certains sujets, il a changé d'avis pour tenter de séduire les plus conservateurs, notamment sur la question des armes ou de l'avortement. Mais la base reste la même. On nous explique que c'est une base populiste et protectionniste qui a trouvé aujourd'hui des échos au sein de la société américaine. Alors je vous le disais, un certain nombre d'internautes, parfois avec humour, commencent à imaginer, c'est le site BuzzFeed qui s'arrête un instant là-dessus, ce à quoi ressemblerait la société américaine si Donald Trump était élu. Alors il y a ceux comme Emily qui sont inquiètes, qui disent ça y est, on comprend bien que ce n'est pas une blague. Maintenant j'ai un petit peu peur pour ce qui attend les États-Unis. Il y a cet autre internaute qui imagine déjà que ça ressemblera à Hunger Games, c'est-à-dire une société plutôt violente, ou encore à The Purge. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. En tout cas, il y a aussi l'inquiétude d'un certain nombre d'internautes qui imaginent déjà des violences à l'égard de la communauté noire, parce qu'on sait qu'un certain nombre de suprémacistes ont apporté leur soutien à Donald Trump. On a vu aussi cet ancien leader du Ku Klux Klan apporter également son soutien. Oui. Que Donald Trump a connu, puis plus connu, et non, c'est plus oublié. Il y a aussi Louis Farrakhan, qui l'a pas vraiment soutenu, mais qui a dit s'il peut aussi se passer de l'argent des Juifs, ça serait pas mal. Donc il a quand même une belle coalition derrière lui. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen sur Twitter. En tout cas, ça suscite quand même quelques inquiétudes sur la toile. Et puis il y a ceux qui se disent qu'il faudrait peut-être partir déjà. Un certain nombre d'internautes disent ma mère m'a dit que si Donald Trump était élu, on allait partir au Canada. Alors ça peut sembler drôle, mais le nombre de requêtes How to Move to Canada a explosé sur Internet, surtout aux alentours de minuit. On voit ici un petit diagramme qui fait sa pub là-dessus en attirant les gens au Canada. En tout cas, ça a traversé l'esprit de beaucoup d'internautes. Cette recherche a augmenté de 1150% par rapport à la moyenne du jour dans la soirée. Et puis, il y a ce sujet que vous avez évoqué sur votre plateau tout à l'heure, ces critiques qui commencent à émaner du côté du Parti des Républicains, des voix qui s'élèvent pour expliquer que Trump va faire exploser le parti. Vous avez parlé de ce consultant qui a évoqué la France de Vichy pour parler des républicains qui avaient rejoint Trump. Mais en tout cas, il y en a un qui semble plutôt satisfait. C'est Leslie Moons qui explique que, c'est peut-être pas une très bonne chose pour les États-Unis, mais en tout cas, c'est une très bonne chose pour CBS parce que, évidemment, ça fait rentrer pas mal d'argent. Oui. Et puis au Canada, Justin Trudeau, lui, tweet une image en train d'accueillir des réfugiés, une image qui semblerait aujourd'hui presque impensable en France. Alors c'est vrai que cette image fait le tour des réseaux sociaux. Justin Trudeau qui a décidé de se mettre en scène en quelque sorte sur Twitter. Une image qu'il a publiée donc sur son compte avec ce texte en français et en anglais. Le Canada a jusqu'à maintenant accueilli plus de 25 000 réfugiés et réfugiés syriens. Bienvenue chez nous. Le site de Marianne souligne
que ce n'est pas franchement la tonalité en ce moment en France, en évoquant cette déclaration de Manuel Valls qui date du 12 février dernier, où il expliquait qu'on n'accueillerait plus de réfugiés. Alors évidemment, du côté de Marianne, on a quand même fait le petit montage qui fait mal avec Manuel Valls qui remplace ici dans ce petit montage Justin Trudeau. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on a aussi partagé une image assez douloureuse, au sens propre comme au sens figuré, des hommes qui se sont cousus les lèvres à Calais pour protester contre le démantèlement de la zone sud du camp. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, notamment tweetée par Tom Pugh sur son compte Twitter. Et cette méthode assez violente de protestation, eh bien, ce n'est pas la première fois, puisqu'elle a déjà été utilisée par des migrants. C'était en Macédoine il y a quelques mois, une façon de crier en silence sa douleur en quelque sorte. Merci beaucoup, Karim, un œil sur les médias. Voilà, c'est donc la fin de ce débat. Je remercie à nouveau Hélène Vassilina, merci à Thomas Negaroff, merci à François Durper et merci également à Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous. Voilà, restez avec nous sur France 24 dans un instant, un nouveau journal.